день. Кто здесь уже говорит по-русски? Ok, deux, trois personnes quand même. Je ne sais pas si vous allez apprendre quelque chose, mais merci d'être venu. Très bien. Donc, pourquoi apprendre le russe? Зачем учить русский? Donc, le russe, c'est une langue que je n'ai pas besoin de présenter. Donc, la langue de la Russie, bien entendu, parlée par peut-être plus de 200 millions de personnes, une des langues officielles de l'ONU. Qui je suis, quelle légitimité j'ai pour vous parler du russe? Aucune a priori. Mais bon, ça fait quand même un moment que j'apprends le russe, 7 ans pour être exact. Je pense que je m'en sors pas trop mal. J'estime mon niveau autour de B2, donc je suis encore loin d'être un expert, mais bon, je me débrouille pas mal. Et donc le russe est une de mes langues préférées, et donc j'aimerais bien vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça a pu m'apporter personnellement? Qu'est-ce qui fait que la langue russe, d'un point de vue linguistique, est intéressante? Et ainsi de suite. Oui, ça c'est moi à Moscou, comme vous l'avez remarqué. Je suis déjà allé en Russie 2 fois, mais la dernière fois ça remonte à 5 ans, donc j'aimerais bien y retourner un de ces jours. Avant de vraiment commencer, il y a un truc dont je suis obligé de parler, c'est l'alphabet russe, puisque je vais citer des mots russes, des phrases russes tout au long de cette présentation. Et que si vous voulez apprendre le russe, forcément, ça c'est la première chose par laquelle il faut commencer. Donc l'alphabet russe peut sembler intimidant, mais finalement c'est pas si compliqué que ça. Honnêtement, pour quelqu'un qui connaît l'alphabet latin, je pense que l'alphabet le plus facile à apprendre, c'est soit le cyrillique, soit le grec. D'ailleurs, je dis alphabet russe et pas cyrillique parce qu'il y a plusieurs variantes de l'alphabet cyrillique qui dépendent des langues. Bref. Et donc, comme vous le voyez, contrairement à l'alphabet latin, la plupart des lettres ont la même forme en majuscule et en minuscule, ce qui rend les choses encore plus faciles à apprendre. Une raison aussi pour laquelle il faut commencer par apprendre l'alphabet russe, c'est la transcription du russe. Il n'y a pas un seul système officiel qui marche bien tout le temps. Il y a des systèmes plus ou moins incohérents qui dépendent des langues. En général, c'est le bazar complet. Donc j'ai déjà vu par exemple des manuels de japonais ou de chinois qui sont seulement en alphabet latin, mais alors pour le russe c'est inimaginable, il faut tout simplement apprendre l'alphabet. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois qu'on connaît l'alphabet russe, c'est beaucoup plus dur de lire ce genre de choses. Juste voir ça, ça me fait mal à la tête. Il faut que je réfléchisse un peu. Et quand je dis que l'alphabet est facile, c'est vrai, sauf quand il est manuscrit. Alors, ça à gauche, ça s'écrit vraiment comme ça, même si bon, forcément ces mots-là ont été choisis pour être difficiles à lire. Et bon, à droite, c'est l'écriture de médecin, c'est pas lisible pour les Russes normaux non plus. Mais je dois reconnaître que quand même lire du russe manuscrit, ça me prend beaucoup plus de temps que lire du russe imprimé. Bref, donc pourquoi apprendre le russe d'un point de vue pratique, culturel, ce genre de choses? Une raison évidente, ça peut être pour aller en Russie. La Russie étant le plus grand pays au monde, il y a énormément de choses à voir, même si très souvent les touristes se limitent à Moscou, Saint-Pétersbourg et les environs. Donc par exemple là on a Saint-Pétersbourg, Kazan, les 2 seuls endroits que j'ai visités de ces photos-là d'ailleurs. Ça doit être les montagnes, c'est les montagnes de l'Altaï. Ça c'est le lac Baïkal en Sibérie. Ça c'est les colonnes ou piliers, je ne sais plus le nom en français, de la Léna en Sibérie aussi. Et ça c'est l'Ingouchie dans le Caucase. Généralement, en dehors des grands lieux touristiques, vous trouverez très peu de panneaux qui ne sont pas en russe. Même les noms des Russes sont uniquement en cyrillique, donc avoir une connaissance minimum du russe, ça rend vraiment les choses beaucoup plus faciles. Et le russe n'est pas seulement parlé en Russie, donc pour des raisons historiques, forcément, il est très largement parlé dans d'autres pays de l'ex-URSS. La situation dépend beaucoup des pays. Donc, par exemple, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, en Biélorussie, le russe est officiel. En Biélorussie, il est même plus parlé que le biélorusse. Donc j'ai pas d'expérience avec tous ces pays-là, mais par exemple je suis déjà allé en Géorgie et la plupart des gens qui ont grandi en Union soviétique parlent russe, pas forcément toujours très bien, mais en général beaucoup plus que l'anglais. Donc par exemple sur des forums de voyageurs, j'ai pu lire que c'est dur de communiquer avec les gens en Géorgie parce qu'ils connaissent généralement juste le géorgien et le russe et pas l'anglais. Moi parlant russe, j'ai pas vraiment eu de problème, j'ai pas vraiment senti de barrière de la langue là-bas. En Lituanie aussi c'est un peu similaire, la génération la plus âgée parle très souvent russe. La phrase lituanienne la plus utile que j'ai apprise c'est « Est-ce que vous parlez russe ?»
Par contre, avec la génération la plus jeune, là, vous avez presque aucune chance qu'ils parlent russe, vous aurez beaucoup plus de chance en anglais. À Riga aussi, j'ai peut-être même entendu plus de russe que de letton. Donc, bref, comme vous le voyez, le russe peut être utile aussi en dehors de la Russie, même si ça n'empêche pas de s'intéresser aux langues de ces pays-là. D'apprendre quelques phrases, ça sera toujours très bien perçu, puisque tout le monde dans ces pays n'est pas forcément un grand fan de la Russie ou du russe, et parler à tout le monde en russe, c'est pas garanti de vous faire des amis dans certaines régions. Oui, d'ailleurs, quelques statistiques. Donc, 140 millions d'habitants en Russie, donc 150 millions à peu près de personnes qui parlent le russe comme langue maternelle, plus environ 110 millions en deuxième langue. Donc ça peut être très appréciable, surtout que oui, le russe est d'ailleurs largement parlé par la diaspora russophone, donc en Amérique, en Europe. Même en France, il y a pas mal de Russes, en Allemagne aussi. Une fois même à Vienne, il y a une dame qui m'a abordé en russe, me posait une question. J'ai pas compris pourquoi elle a pensé que je parlais russe, mais bon, elle est bien tombée, je lui ai répondu. Une autre, donc les raisons pour apprendre des langues en général, ce qu'on cite en premier, c'est la culture, donc ce qui est un champ très vague. Ça peut être par exemple le cinéma. Il y a beaucoup de films russes et soviétiques intéressants. En ce qui concerne les films russes modernes, en général, quand je demande aux Russes, vous pouvez pas me recommander un film russe moderne qui est bien, en général, ils savent pas trop répondre, ils préfèrent les films soviétiques. Bon. Donc pour cette raison, j'ai vu plus de films soviétiques. Donc les trois à gauche, c'est des classiques, je pense que la plupart des Russes les ont vus. Celui à droite, c'est un des rares films russes modernes que j'ai vu et que j'ai bien aimé. C'est un film historique sur le premier cosmonaute à avoir fait une sortie extravéhiculaire. Ensuite, la culture, je pense que si on dit ça, on pense forcément à la musique aussi. Donc, vu le nombre de personnes qui parlent russe, c'est pas étonnant qu'il y ait énormément de musique d'œuvres en russe. Donc, quelques artistes plus ou moins connus. Donc, par exemple, Alla Pugacheva, très largement connue dans tous les pays de l'ex-URSS. Viktor Tsoi, c'est un peu une légende du rock russe, même si je dois avouer que ces deux-là, c'est pas forcément ma tasse de thé. Spleen, ça c'est du rock. Je pense que si vous demandez à un russe au hasard, et vous pouvez pas me recommander un bon groupe russe, ils vous citeront Spleen. Melnitsa, j'aime beaucoup, même si leurs textes sont pas très faciles à comprendre parce que c'est assez ésotérique. D'ailleurs, une fois dans les commentaires d'un de leurs clips, j'ai vu un commentaire du genre leurs chansons ont de moins en moins de sens, donc je me suis dit ça va, il n'y a pas que moi, c'est pas parce que mon russe est trop mauvais. Leningrad, ça c'est un groupe très populaire aussi qui est assez marrant. Leurs chansons ont beaucoup d'argot, de gros mots, donc c'est pas forcément facile à comprendre et leurs clips sont toujours assez extraordinaires. Et alors le dernier peut-être moins connu, Ice Peak, j'ai pas trop les mots pour décrire, juste éviter de regarder leurs clips avant d'aller vous coucher. Donc évidemment pour apprécier de la musique on n'est pas obligé de comprendre la langue, même si en général ça c'est mieux, et c'est pas forcément facile de trouver d'ailleurs des bonnes traductions de chansons russes. Par exemple Leningrad, ils ont la plupart de leurs clips sur YouTube avec des sous-titres en plusieurs langues, dont le français, et j'ai vu les sous-titres en français et ils ont été faits avec une incompétence assez extraordinaire. D'ailleurs, je viens d'y repenser en prononçant le mot YouTube, juste la slide d'avant, j'ai oublié de vous dire que le studio qui a fait un grand nombre de classiques soviétiques s'appelle Mosfilm. Ils ont une chaîne sur laquelle ils mettent beaucoup de leurs films avec des sous-titres en plusieurs langues, donc au moins en anglais, voire en français et en d'autres langues. Bref, la culture, ça rime aussi avec littérature. Donc, je ne vais pas citer tous les auteurs classiques que vous connaissez, enfin, Tolstoï, Dostoïevski, ainsi de suite. Je dois avouer que je ne les ai pas lus. Je suis pas un grand lecteur. En général, j'ai l'habitude d'avoir plusieurs livres en cours en même temps. Il me faut des mois pour terminer un bouquin. Le premier livre que j'ai lu en russe, c'est Métro 2033. C'était assez difficile, ça m'a pris plusieurs mois, mais j'ai bien aimé. Il est apparemment connu parce qu'il y a un jeu vidéo qui a été fait, mais j'ai jamais essayé. Et en ce moment, j'essaie de lire des livres des frères Strugatsky, donc à droite. C'est la science-fiction, c'est vraiment des auteurs très connus. Bref, la littérature, la musique, le cinéma, c'est très bien, mais la culture, c'est aussi des choses plus concrètes de la vie de tous les jours. La culture populaire, par exemple, la culture Internet. Les Russes sont très bons en mèmes, il y a beaucoup de mèmes très drôles en russe.
D'ailleurs, en préparant cette présentation, j'étais surpris d'apprendre que le russe est la deuxième langue la plus utilisée sur Internet. J'aurais dit que ce serait peut-être, je sais pas, le chinois ou l'allemand, mais pardon. Mais c'est le russe, donc apparemment environ 6% des sites Internet sont en russe. Donc ça fait que vous ne manquerez pas de contenu à lire ou à regarder. D'ailleurs, en parlant de russe et d'Internet, il y a un truc étrange avec... disons les russophones, c'est qu'ils ont des smileys, des émoticônes sans yeux. Donc si vous voyez une phrase, même en anglais, qui se termine avec deux, trois parenthèses ouvrantes ou fermantes, c'est des smileys et c'est probablement un russe qui l'a écrite. Bref. Et donc, apprendre une langue, c'est aussi une très bonne manière de lutter contre les stéréotypes associés à la langue, au pays, aux gens qui la parlent. C'est à peu près l'image qu'on a de la Russie, je ne sais pas, en France ou peut-être en Europe de l'Ouest. Quand on entend parler de la Russie aux infos, c'est assez rarement quelque chose de positif. Donc je trouve ça très bien d'être capable maintenant de pouvoir comprendre les médias russes ou de parler aux Russes directement. Et d'ailleurs, ça m'a échappé. Je ne sais plus ce que je voulais dire, ça arrive. Oui, et donc comme la plupart des gens, les Russes sont très contents quand un étranger fait l'effort d'apprendre leur langue. Personnellement, j'ai eu vraiment que des réactions positives de Russes quand je leur parlais en russe. Ils étaient impressionnés de voir qu'il y a des Français qui s'intéressent à leur langue. Vous connaissez tous, je pense, la citation de Mandela que si on parle à quelqu'un dans sa langue, ça va à son cœur ou quelque chose comme ça. Ouais, bon, ok, je ne l'ai pas dit de la façon la plus politique, mais bon, je pense que vous l'avez déjà entendu. Oui. D'ailleurs, un petit bonus, si vous comprenez le russe, c'est le russe dans les films. Dans pas mal de films américains, les Russes sont toujours les méchants. Et comprendre ce qu'ils disent, ça peut être assez marrant. Donc je pense que tous les Russes ont vu ça sur Internet. La personne qui était responsable de faire les accessoires a apparemment pensé que pour traduire un nom en russe, il suffit de mettre le clavier en russe et de taper en anglais. Et résultat, le mec s'appelle sur son passeport Ashfliftum. Voilà. C'est pas le seul film dans lequel il y a ce genre de choses. Toujours marrant de remarquer ce genre de détails. Bref, maintenant j'aimerais présenter quelques caractéristiques intéressantes du russe en tant que langue en elle-même. Donc si vous êtes francophone et que vous commencez à apprendre le russe, une chose que vous remarquerez rapidement, c'est le grand nombre de mots français en russe. Vers le XVIIIe siècle, le français c'était en quelque sorte la langue de l'aristocratie en Russie. Et pour cette raison, il y a des centaines, peut-être même des milliers de mots d'origine française en russe. Donc si vous ne connaissez pas l'alphabet, vous ne comprenez pas grand-chose, mais il suffit que je vous lise ces mots, là, je n'ai pas besoin de traduire. Donc par exemple, abajour, adresse, azot, accessoire, anecdote, applaudissements, argument, artiste, aéroport. Pas besoin de traduction, et je me suis seulement limité à des mots qui commencent par A. Alors, même si la plupart de ces mots ont été empruntés il y a quelques siècles déjà, du coup, pour cette raison, parfois le sens change un peu par rapport au français. Par exemple, anecdote, ça veut dire anecdote, mais c'est aussi une histoire drôle. Et parfois, c'est un peu plus bizarre. Donc la vinaigrette, c'est une sauce, vous savez ce que c'est. Et en Russie, il y a une salade qui s'appelle vinaigrette et qui n'a aucun rapport avec la sauce. Le contraire arrive parfois. Par exemple, ces machins-là, en France, sont vendus sous le nom de blini, voire blinis avec un S qui n'existe pas en russe. Alors qu'en russe, ça s'appellerait plutôt aladi, et que blin en russe, ça veut dire juste crêpe, et que les crêpes russes, honnêtement, je vois pas vraiment la différence avec les crêpes françaises. Donc, le français a aussi quelques mots d'origine russe, beaucoup moins, et forcément, ils sont surtout liés donc à la géographie, par exemple, à l'histoire de la Russie, à l'histoire de l'Union soviétique, ou à la culture. Donc voilà ce genre de mots. Donc, malheureusement pour les Russes, le mot vodka est connu en France. C'est un des rares mots d'origine russe qu'on a en français. Un autre domaine dans lequel vous pourriez connaître des mots d'origine russe, c'est le vocabulaire spatial. Donc en français, ça a l'air de noms mystérieux, mais après, en apprenant le russe, on se rend compte que Spoutnik, ça veut dire satellite, donc ils ont bêtement appelé leur satellite.
La fameuse station Mir, ça veut juste dire paix au monde, et le lanceur Soyuz, ça veut dire union. Je trouve ça intéressant, c'est un domaine qui m'intéresse aussi, donc c'est intéressant de regarder par exemple des vidéos sur l'histoire de la conquête spatiale et dire ah tiens, maintenant je comprends les noms des programmes russes, et aussi de se rendre compte qu'ils prononcent mal les mots russes. Bref. Maintenant, je voudrais parler d'une particularité de la prononciation russe, c'est l'accent tonique que je vais illustrer avec des paroles du groupe Leningrad dont je viens de parler. Je ne vais pas chanter. Parce qu'on n'est pas là pour ça, je chante pas en public quand je suis sobre, pardon. Le problème avec ce texte, c'est que là, comme ça, je ne peux pas vous le traduire parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Il manque quelque chose de très important, c'est l'accent tonique. L'accent tonique, ça veut dire qu'une syllabe est plus accentuée qu'une autre. Et le problème, c'est qu'en russe, c'est très imprévisible et c'est pas écrit. Donc maintenant je peux vous dire ce que dit cette chanson. Donc il y a plachu et plachu, ça veut dire je paye et je pleure. Donc tout le couplet c'est je paye et je pleure, je paye et je pleure et je paye, ainsi de suite. Et on a vraiment besoin de connaître cette information pour comprendre le texte. Donc il y a pas mal de mots en russe dont le sens change en fonction de la position de l'accent. En général, ça pose pas de problème parce qu'avec le contexte, on comprend très bien. Là, on comprend pas, mais on s'est fait exprès puisque toutes les paroles de cette chanson sont basées sur un jeu de mots. Et le plus marrant, c'est aussi quand on décline ou on conjugue les mots, l'accent tonique peut changer de place. C'est vraiment une des choses les plus difficiles en russe. Une autre chose très intéressante et difficile dans la grammaire du russe, c'est les préfixes des verbes. Donc, si vous connaissez une autre langue slave, vous connaissez le principe. C'est aussi un peu comme en allemand, sauf qu'en allemand, les préfixes peuvent changer de place. Au moins, en russe, ils restent au même endroit au début des mots. Donc, gavarit, parler, pas gavarit, parler pendant un moment, zagavarit, se mettre à parler, ainsi de suite. Parfois, c'est assez prévisible. Donc, par exemple, dagavarit, ça veut dire finir de parler. Le préfixe do peut généralement dire finir de faire quelque chose. Mais par exemple, ou gavarit, persuader, il faut vraiment le savoir, ça ne s'invente pas. Même si très souvent quand je tombe sur un verbe que je connais pas et que j'ignore le préfixe, ça me permet de plus ou moins savoir ce que ça veut dire, même si ça reste assez difficile puisque ça peut m'arriver de m'emmêler les pinceaux ou de plus être sûr du bon préfixe d'un verbe. Une chose que j'aime beaucoup en russe, que vous connaissez aussi si vous parlez une autre langue slave, c'est les diminutifs. Il y a beaucoup de suffixes diminutifs. Et donc je vais illustrer avec le fonctionnement des prénoms en russe. Donc prenons un exemple de russe, Sofia officiellement, que vous voyez ici, voilà. Merci de me soutenir, je sais que tu comprends pas ce que je te dis, mais merci. Spasibo za podдержку. Donc son nom officiel est Sofia, mais normalement, en se présentant à des gens dans une situation informelle, elle ne dira jamais ça, elle dira Sonia. C'est valable pour la grande majorité des noms russes. Donc par exemple, Ivan, c'est couramment Vanya, Alexandre, Sacha, et ainsi de suite. Mais c'est pas tout, puisqu'à partir de ça, on peut faire une tonne de diminutifs dont l'usage utilisé par exemple par les amis proches, la famille. Ça dépend des personnes individuelles aussi. Donc par exemple, comme c'est mon ami, je peux l'appeler Sofiushka ou Soniachka. Même si vous la connaissez pas, l'appelez pas comme ça parce que ça peut être assez malaisant ou juste pas respectueux. Par contre, chose très étrange, elle a remarqué que les gens l'appellent généralement Soniachka quand elles ont besoin qu'elle lui rende un service. C'est pratique. Enfin, un truc au hasard que j'ai remarqué en russe, c'est la grande quantité de mots, d'expressions qui servent à indiquer l'étonnement ou l'admiration. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal, donc j'ai pas compté, je sais pas s'il y en a plus que dans d'autres langues. Par exemple, Nichevo, c'est un niveau encore assez peu élevé, ça veut dire, bon, faut pas traduire ça littéralement parce que littéralement c'est rien à soi, donc c'est incompréhensible, faut juste l'apprendre comme ça. Nifiga, c'est un peu plus argotique. Figuette, abadiette, c'est juste des verbes qui veulent dire halluciner, enfin j'hallucine, waouh. Et encore, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'expressions, je vous en ai cité que 4 parce que je me suis limité à celles qui sont pas vulgaires. J'ai pas demandé, mais je pense que c'est mieux de ne pas dire de gros mots dans les présentations. Mais cela dit, le registre vulgaire en russe, c'est quelque chose de vraiment très riche. Je vais pas vous donner l'exemple, parce que c'est vulgaire, quoi, et que c'est rarement une bonne idée d'utiliser des gros mots dans une langue qu'on ne maîtrise pas si on ne sait pas exactement quel sera l'effet.
Mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant, c'est vraiment un vocabulaire très riche. En changeant les préfixes des verbes, on peut faire tout un tas de mots dérivés au sens plus ou moins imprévisible. Là, je vais essayer de vous expliquer juste sans dire le gros mot en question. En gros, il y a écrit j'ai décidé de ne plus utiliser de gros mots, mais le verbe pour utiliser lui manque une syllabe, et si on prononce cette syllabe, ça ressemble à un gros mot. Voilà. Donc, si je devais traduire ça en français, j'essaierais de trouver un jeu de mots avec la syllabe en gros. Alors, une chose assez remarquable en russe, le russe est la langue du pays le plus grand au monde, mais les dialectes sont, enfin, d'après ce que je trouve, sont assez peu variés. Donc si vous allez sur Wikipédia, vous cherchez dialecte russe, vous trouverez ce genre de carte, mais apparemment ça date de 1965 et du coup c'est plus aussi varié de nos jours. Mais en général, une personne de Kaliningrad, une personne de Vladivostok parle de manière assez semblable. Il y a quelques différences. Par exemple, j'ai entendu dire que les gens à Moscou ont une manière amusante de prononcer le A, mais honnêtement, j'entends pas les différences. La seule différence que je suis capable d'entendre, c'est certaines personnes au sud de la Russie, en Ukraine, prononcent R au lieu de G. C'est à peu près tout. Il y a quelques différences de vocabulaire entre les régions, mais rien d'énorme, donc c'est pas comme si vous apprenez l'espagnol et que ça dépend énormément des pays. Il y a quelques blagues d'ailleurs sur les mots qui sont différents entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Par exemple, il y a écrit shawarma 80 roubles, shawarma 100 roubles. Apparemment en français ça s'appelle shawarma, cette nourriture, mais honnêtement j'appellerais ça un kebab. Voilà, en gros c'est l'équivalent russe des chocolatines et des pains au chocolat. Ils font des blagues dessus, c'est marrant 2-3 fois, au bout de la centième un peu moins. Donc le russe n'est pas la seule langue de la Russie, il y a énormément de langues régionales en Russie, je ne vais pas vous lire la liste, c'est juste pour illustrer. Ça c'est donc les langues qui ont un statut officiel quelque part en Russie, et il y en a apparemment plus d'une centaine d'autres. Si jamais vous intéressez à une de ces langues, ça va être très très difficile de l'apprendre sans connaître le russe, puisque la plupart des matériels sont en russe, la plupart des gens qui parlent ces langues parlent aussi russe. Même pour certaines langues hors de Russie, mais d'ex-URSS, on trouvera plus de matériel en russe qu'en anglais, par exemple. Bon. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la plupart de ces langues, ce qui est tout à fait normal. Personnellement, j'aime beaucoup, par exemple, le yakout ou le tatar. Bon, c'est très invraisemblable que je vais me mettre sérieusement un jour, mais en tout cas, ça aide beaucoup de connaître le russe, vu le nombre de mots russes dans ces langues-là. Le russe, comme vous le savez, est aussi une langue slave, ce qui fait que connaître le russe aide beaucoup à apprendre d'autres langues slaves et inversement. Il y a une compréhension mutuelle possible entre le russe et d'autres langues slaves dans une certaine mesure, surtout le biélorusse et l'ukrainien. Même si on ne connaît pas, on peut se dire ouais, russe, ukrainien c'est pareil. En fait, non. Il y a pas mal de différences dans le vocabulaire. Et écouter de l'ukrainien en connaissant le russe, je trouve ça assez amusant parce que parfois je comprends parfaitement un bout de phrase sans faire d'effort et la phrase d'après, j'ai aucune idée de ce qu'ils disent. Et une chose à laquelle il faut faire attention aussi, c'est les faux amis. Il y a une quantité incroyable de faux amis entre les langues slaves. Et donc j'ai appris le slovaque aussi, je parle slovaque un peu mieux que russe, du coup le slovaque est plus fort dans ma tête et ça m'arrive d'utiliser des mots slovaques en russe. Et ça donne des situations, par exemple l'année dernière, une fois avec mes collègues russes, je suis rentré dans la cuisine en me disant tiens ça pue là-dedans. Bon, c'est des choses qui arrivent, les Russes que je connais généralement savent que si je dis un truc bizarre c'est à cause du slovaque. Bref, le russe, est-ce que c'est une langue difficile ? Je dirais c'est pas facile, mais pas impossible et intrinsèquement pas plus dur qu'une autre langue. Donc des choses dont se plaignent souvent les gens qui commencent à apprendre le russe, c'est donc la prononciation. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Il y a la réduction des voyelles par exemple, ça c'est compliqué. Les consonnes dures et molles, ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Mais donc le R est roulé en russe, donc R, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas un si gros problème, puisqu'il y a pas mal de Russes aussi qui n'y arrivent pas et qui utilisent plus ou moins un R français à la place. Alors après c'est personnel, mais j'ai pas vraiment de problème avec les sons ch, et aussi la voyelle U. Le russe est une langue à déclinaison. C'est
compliqué au début, mais on s'y habitue. Maintenant, j'arrive à décliner plus ou moins correctement sans trop faire d'efforts, même si ça m'arrive assez souvent de me planter. Mais je trouve ça un peu moins compliqué qu'en slovaque, par exemple, et moins qu'en latin. Le russe a 3 genres, donc masculin, féminin, neutre, comme en allemand, sauf que contrairement à l'allemand, dans au moins 90% des cas, on connaît le genre très facilement à la terminaison, ce qui fait que du coup c'est beaucoup plus facile à apprendre et je me trompe rarement de genre en russe. L'orthographe russe a aussi quelques spécificités auxquelles il faut faire attention. Il faut bien comprendre la logique avec les consonnes molles, les consonnes dures, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même moins tordu que l'orthographe française ou anglaise. Mais le russe a quand même quelques vraies difficultés, des choses qui me posent des problèmes même après 7 ans d'apprentissage. L'aspect des verbes, alors c'est quelque chose que je n'ai pas détaillé parce que ça serait assez long et pas forcément très intéressant, mais en gros, pour un verbe français, il faut apprendre une paire de verbes en russe et c'est pas toujours évident de savoir lequel utiliser dans le bon contexte. Les préfixes des verbes, ça j'en ai parlé. Et l'accent tonique, j'en ai parlé. Il est assez imprévisible, comme j'ai dit. Donc il y a quelques règles qui permettent dans certains cas d'être à peu près sûr, mais c'est assez limité. Et ce qui est dur, c'est que quand on conjugue ou décline un mot, l'accent tonique peut changer de place. Les règles sont pas toujours très simples et c'est aussi quelque chose dont les manuels ne parlent pas du tout en général. Malgré tout ça, ça reste quand même une de mes langues préférées. C'est toujours pour moi un plaisir de parler en russe, de pratiquer le russe, même si des fois c'est un peu plus difficile. Ça m'est déjà arrivé de commencer à lire un livre en russe et de laisser tomber parce que c'était au-dessus de mon niveau. Ça arrive que certains jours je me dis ouais ça va, je parle bien russe, et le jour d'après j'ai du mal, je cherche mes mots, je bafouille, je me dis c'est pas possible, je parlerai jamais cette langue. Et donc pour finir, je voudrais juste citer 2-3 ressources qui peuvent aider si on apprend le russe. Donc Assimil, je suppose que vous connaissez tous, c'est avec leur livre que j'ai commencé à apprendre le russe. Russian Podcast, ça je recommande vraiment, c'est une russe qui habite en France et qui a fait des centaines de podcasts sur des sujets divers en russe, où elle parle lentement, elle explique les mots compliqués. Voilà, si un jour je la croise, il faudrait que je la remercie pour ce qu'elle a fait pour ma compréhension et mon vocabulaire en russe. Duolingo a un cours de russe en anglais. Et ruski.info, c'est un site sur lequel j'ai travaillé et j'ai fait toute la traduction en français, donc je pense que la traduction en française n'est pas trop mauvaise, si je puis me permettre. Et voilà, c'est tout. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Pas de questions ? Oui ? Alors je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la langue russe et je ne sais pas exactement pourquoi les dialectes sont aussi peu variés, mais oui, apparemment parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de population et d'influence de l'éducation qui voulaient une langue standardisée. Mais je ne suis pas spécialiste, il faut demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux. C'est tout ? Oui ? En quoi le slovaque est plus compliqué ? Je parlais seulement des déclinaisons. C'est subjectif, mais je trouve en slovaque il y a plus de modèles différents de déclinaisons, de terminaisons qui dépendent de si la consonne d'avant est dure ou molle. Il y a un peu moins de déclinaisons en russe. Pour les irrégularités, je ne sais pas laquelle des deux est la plus irrégulière. Oui. La question c'est est-ce que c'est le même russe parlé en gros dans les différents pays, et que si on veut faire un cours de russe à Riga ça marche aussi ? Oui, a priori. Oui, surtout si tu vas à un cours de russe pour étrangers, là c'est sûr qu'on va t'apprendre du russe standard à mon avis. Mais je suis pas vraiment au courant de grandes différences entre le russe de Russie et le russe par exemple parlé à Riga. Oui. Ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois, mais bon, c'était surtout des amis pour plaisanter. Mais là, j'ai pas d'exemple qui me revient à l'esprit.
Pas d'autres questions? Ok, bon, merci d'être venu. Спасибо за внимание.